On va enchaîner avec une séquence où on va aller explorer à travers des grands groupes. Vous allez être probablement surpris, voire stupéfait par certains témoignages que vous allez observer maintenant et écouter maintenant. On a la chance et le privilège d'avoir 5 témoins de 5 univers différents dans des aventures entrepreneuriales et industrielles ou d'exploration qui sont déjà lancées et qui vont venir ici avec nous, avec vous, expliquer pourquoi la bio-inspiration les intéresse ou pourquoi elle est d'ores et déjà en application. Donc c'est une grande plénière de 10h30 à 12h, grand groupe et start-up en matière de stratégie bio-inspirée. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir François Spiro, Marc Simon, Guillaume Butin, Maria Pereira et Aina Queiroz, s'il vous plaît. Oui, oui, s'il vous plaît. Guillaume Butin, merci beaucoup. Prophétie, donc c'est écrit dessus. Stupéfiant, vous allez voir. Simon, bonjour, enchanté. Bonjour. Merci Maria d'être là. Thank you very much for being here. Et il nous manque François Spiro. Ah, il est là. Bonjour François. Merci beaucoup d'être là. Surtout qu'on va commencer avec vous. Ah, Guillaume, est-ce que je peux te demander d'aller sur le canapé à côté de... Tu perds pas. Enfin... Alors, on va passer un moment ensemble pour aller explorer des univers très divers et variés. Parce que grâce à vous, peut-être encore plus grâce à vous François, on va commencer avec vous, on va aller explorer des univers. François Spiro est directeur de la prospective, la stratégie prospective, je ne sais plus très bien, vous allez nous dire ça, au CNES, au Centre national d'études spatiales. Mais on va aussi parler de l'eau du quotidien avec vous, Marc Simon, de cette chose banale à laquelle on ne fait plus beaucoup attention et pour laquelle vous développez des innovations où justement vous faites que la nature est une alliée. On va parler de nous aussi, parce que l'homme est aussi potentiellement une source d'inspiration pour développer des technologies innovantes. Tout n'est pas mauvais chez l'homme, une partie, mais pas... Et donc, nous faisons partie de ce biotope qui peut nous aider à développer de l'innovation. On en parlera avec Guillaume de Prophétie. On va parler aussi avec Maria Pereira d'une autre aventure entrepreneuriale incroyable qui s'appelle Tissium, qui s'est inspirée d'un certain nombre d'organismes, notamment marins, mais pas uniquement, qui ont une capacité inouïe à développer de l'adhésion. Et donc là, on va être dans le domaine du médical, avec quelque chose d'extrêmement étonnant et disruptif en matière de suture, ou on pourrait dire de non-suture en matière de chirurgie. Donc on sera dans le médical. Et puis, on va parler des primates avec vous, Aina. Merci beaucoup d'être là. Et vous les observez, alors je ne sais pas lui, mais vous les observez pour voir comment, dans leur, on pourrait dire, automédication, dans leur sélection de plantes pour traiter certaines pathologies, en essayant de comprendre pourquoi ils vont chercher telle ou telle plante, on peut s'en inspirer pour développer des molécules ou des traitements pour nous. On démarre avec vous, François. Donc François Spiro, vous êtes, je ne voudrais pas faire dire de bêtises, responsable de la prospective au CNES, oui c'est ça. Et vous avez été responsable des vols habités. C'est vous qui avez envoyé notre ami Thomas Pesquet dans l'espace. On vous en remercie. Vous n'avez pas de diapo parce que vous êtes là pour un témoignage. Le CNES, à travers vous et grâce à vous, lance un sujet d'intérêt, on pourrait dire, sur le biomimétisme et la bio-inspiration, pour probablement voir comment cette source d'exploration peut vous aider à peut-être résoudre certains défis qui ne doivent pas être tout à fait anodins. En matière, alors j'étais intéressé, vous parlez d'activité spatiale. Hein, on n'est pas uniquement dans la conquête ou dans l'exploration. Alors dites-nous, s'il vous plaît, en quoi le biomimétisme pourrait aider le CNES dans ses activités spatiales. Merci beaucoup. Merci Alain. Et bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors effectivement, le CNES, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'Agence spatiale française et nous avons toute une série d'activités, c'est le terme qu'on vient d'employer, d'activités dans l'espace. L'espace, je rappelle, ce n'est pas loin, c'est 100 km au-dessus de nos têtes
au-delà de 100 km. Tout à l'heure, il y a eu ce magnifique exposé juste avant cette table ronde où on parlait de l'atmosphère, etc. Et c'est très bien, il faut la préserver. Nous, on est juste au-dessus, à 100 km et au-delà. Donc, quand on va dans l'espace, eh bien, on a, pour le dire simplement, on a 3 types d'activités. On a les lanceurs, les fusées. Vous avez tous entendu parler de la fusée Ariane. On a les satellites. Satellites de météo, d'observation de la Terre, de sciences, de télécom, etc. Et il y a les astronautes, comme Thomas Pesquet, ce qu'on vient d'évoquer. Et en fait, on s'est rendu compte, au fil des ans, quand on construit une fusée, quand on construit un satellite, quand on veut envoyer Thomas dans l'espace, on s'est rendu compte qu'on fait face à énormément de défis technologiques, mais pas que. Aussi des défis organisationnels, des défis, ce qu'on appelle dans notre jargon, d'ordre système. Et puis un beau jour, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, on s'est posé la question, mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas s'inspirer de la nature pour essayer de résoudre toute une série de ces problèmes technologiques, de ces problèmes d'organisation. Et nous avons démarré, il y a 1 an et demi à peu près, une première activité avec nos amis du CEBIOS et avec Newcorp, une activité qui consistait à défricher le terrain, voir ce qui existe en France, en Europe, dans le monde, dans le biomimétisme, qui pourrait s'appliquer à résoudre les difficultés du spatial. Alors, je ne vais pas vous faire une longue liste, et il y a des intervenants brillants qui vont aussi intervenir sur d'autres sujets, mais encore 1 ou 2 minutes si vous m'autorisez. Ah, mais on a un peu de temps avec vous, on est là pour ça, François. Pas de problème. Très bien. Quels sont les défis du spatial et en quoi le biomimétisme peut apporter une ou des solutions? En vrac, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, le spatial, c'est au-delà de 100 km. Quand vous êtes au-delà de 100 km d'altitude, vous n'avez plus d'air. Donc vous êtes dans le vide. Donc il fait très froid si vous êtes dans l'ombre ou il fait très chaud. Donc on a des cycles thermiques majeurs. Nos satellites, nos fusées, au-delà de 100 km, sont soumis à d'énormes cycles thermiques. Et dans la nature, on a vu certains mammifères qui peuvent résister à des températures très froides ou très chaudes. Premier exemple. Deuxième exemple, quand on est dans l'espace, quand par exemple, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais un beau jour, peut-être, on verra, Thomas Pesquet ira sur la Lune. Vous savez qu'on parle beaucoup du retour humain sur la Lune ces temps-ci. Quand on va vers la Lune, ou plus loin, vers Mars ou ailleurs, eh bien, on va au-delà de la ceinture des radiations de la Terre qui protège la Terre contre les radiations néfastes du Soleil, du cosmos, etc. Eh bien, on s'est rendu compte que les tardigrades, entre autres animaux, il y en a d'autres, les tardigrades sont très résistants aux radiations. Et on s'est dit, pourquoi on ne prendrait pas exemple sur eux? Et puis je terminerai par un dernier exemple, mais j'ai une liste à l'après-vert, peut-être que dans la table ronde, on en parlera d'autres tout à l'heure. Je reviens sur un voyage vers Mars ou, à plus long terme, un voyage vers des destinations encore plus lointaines. Vous avez peut-être vu le film Outland qui parle d'une colonie humaine sur une des lunes de Jupiter, par exemple. Cela nécessite des années de voyage. Que vont faire les astronautes quand ils vont se balader comme ça pendant des années? Il y a plusieurs options. Mais une des options, c'est tout bêtement dormir, ou pour le dire de manière plus scientifique, l'hibernation. Et on revient à certaines espèces d'ours qui hibernent, et là aussi, on peut s'en inspirer. Voilà quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Je termine, et puis on reparlera peut-être plus tard. Nous avons donc commencé à étudier ça au début de l'année 2018, il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a, je répète, débroussaillé le terrain. On démarre maintenant une deuxième phase dans ce rapprochement du biomimétisme et du monde spatial. Et cette deuxième phase, c'est justement aller explorer des projets pilotes, voir concrètement, au-delà de la théorie de l'hibernation, la théorie de la résistance à la radiation que je viens d'évoquer, très concrètement, on s'inspire de telle plante, on s'inspire de tel animal pour développer tel
partie de satellite, tel élément d'une mission habitée, etc. Donc nous démarrons là-dessus. Merci beaucoup François. On peut l'applaudir et je vais... Merci beaucoup. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va écouter les quelques autres exposés et puis on rebondira sur les propos des uns et des autres. Et on peut, si je peux me permettre, vous utiliser, François, aussi comme un interlocuteur pour nous projeter un petit peu à la fois dans l'espace et dans l'avenir. Je rebondis juste une seconde pour vous dire que cet après-midi, nous aurons une forme de témoignage très concret d'un des aspects que vous avez évoqués à travers la présentation des travaux de recherche de Fabrice Bertil, qui travaille à l'Université de Strasbourg, qui travaille sur l'hibernation des ours, et qui justement, dans les applications potentielles, essaie de voir comment, d'une certaine manière, l'ours pourrait nous aider à voyager dans l'espace pour dormir ou hiberner, parce que comme vous le savez, ce plantigrade est capable de dormir à peu près 5 à 6 mois, voire 7, et de sortir de son hibernation et quasiment une demi-heure après de courir. Ce qu'on serait bien capable de faire en étant alité 3 semaines ou 1 mois. Et donc, il a une capacité à lutter contre l'atrophie musculaire, d'une certaine manière, ou la perte de masse musculaire. Et c'est un des sujets et c'est un des enjeux. On voit bien quand Thomas Pesquet revient qu'il est faible. Mais on le voyait déjà quand les astronautes américains sont revenus en 69. Donc ça, c'est une application. Donc Fabrice Berti participera à la table ronde des scientifiques tout à l'heure, et il présentera ses travaux et le lancement d'un film qui s'appelle Fort comme un ours, qui raconte tous ces travaux de recherche. Donc on est là aussi à travers nos activités avec le CBIOS au quotidien, au fil de l'année, mais aussi à travers un événement comme BioM Expo. On est là pour essayer de créer du lien, comme Emmanuel nous y a encouragé, parce que probablement dans cette salle ou dans cette communauté du biomimétisme, il y a des gens qui peut-être ont des idées pour le CNES, pour François Spiro, mais ne pensent pas forcément aux activités spatiales pour les appliquer. Et inversement, François au CNES a peut-être des enjeux à résoudre qu'il peut adresser à cette communauté. Donc, sentez-vous tout à fait libre aujourd'hui et puis après pour rebondir sur les propos des uns et des autres et pour essayer de tisser des liens et de faire avancer des projets. Ça me fait aussi penser en matière d'autorégulation et d'amplitude thermique qui crée de la déformation des matériaux, aux travaux de Serge Berthier sur l'aile de papillon morpho, qui a une capacité à devenir iridescent quand il fait trop chaud. Et donc il a une nanostructure de surface qui qui lui permet de faire de l'autorégulation thermique. Donc peut-être que les panneaux se déformeraient moins s'ils sont capables de réduire l'amplitude thermique. Merci beaucoup François pour ce témoignage. On en rediscutera tout à l'heure. On va de l'espace, on va passer à l'eau.